Bonjour Marielle Grard. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes la présidente d'ATD Quart Monde, qui est un mouvement qui a été lancé par le père Wresinski en 1957 pour lutter contre la grande pauvreté et qui est implanté, je crois, dans 35 pays aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. J'avais très envie de vous rencontrer pour deux raisons. D'abord parce que le père Wresinski a commencé sa mission au service des plus modestes juste à côté de l'endroit où on a lancé la première école Excellence Ruralité, à Tergnier, une petite ville ouvrière à côté de la Fère. Donc je trouvais que c'était une jolie coïncidence. Et puis aussi parce que vous venez de lancer de sortir un livre qui s'appelle « L'égale dignité des invisibles », qui est le fruit de votre expérience et de celle d'ATD Quart Monde auprès des plus modestes et des plus démunis, et qui se concentre beaucoup sur le rapport des plus modestes à l'école. Et donc vous imaginez bien que ça nous a intéressés parce que Excellence Ruralité intervient au service des enfants défavorisés dans les zones rurales. Et je trouvais que votre livre était très intéressant dans le contexte actuel. Notamment, j'ai vu récemment une étude de France Stratégie qui confirmait ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que l'école française est celle dans laquelle le poids des origines sociales est le plus lourd. Comment vous expliquez ça, de par votre expérience ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors malheureusement, ce que vous décrivez là ne fait que s'accentuer. C'est-à-dire que le poids de l'origine sociale pèse terriblement. On voit dans notre système scolaire tout ce qui a été essayé ces dernières années, on va dire dans les dernières décennies même, ne fait qu'accentuer le fait que plus vous êtes un enfant de famille très modeste et moins vous avez de chances de réussir à l'école. En tout cas, moins vous avez de chances de choisir votre orientation et de pouvoir aller exercer plus tard le métier que vous avez vraiment choisi. Ça, c'est quand même... c'est assez préoccupant. Alors, il y a un certain nombre de facteurs. S'il y avait qu'un facteur, je pense que les ministres de l'Éducation ne se seraient pas... entre guillemets, casser les dents sur cette question depuis très longtemps. Il y a un certain nombre de facteurs. Alors, dans les premiers facteurs, pour moi, il y a la mixité sociale, qui est absolument importante. Je suis, pour ma part, nous sommes à ATD Quart Monde très attachés au fait que des enfants de tout milieu puissent, dès le plus jeune âge, jouer ensemble, penser ensemble, développer leur esprit critique ensemble, c'est très important. Même si plus tard, ils ne deviennent pas tous des ingénieurs ou des directeurs, des responsables dans notre société, peu importe. Quand ensuite, la personne qui va faire le ménage quelque part aura eu un commun avec le principal du collège où sont ses enfants ensuite, il y a un commun de base, de départ, qui va les réunir et qui fera qu'ils pourront se comprendre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nos enseignants, il faut absolument les former à des choses de base pour que tous les enfants puissent réussir. Et il y a quelques points de base pour que tous les enfants puissent réussir. C'est d'abord le mot pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des pédagogies qui permettent la réussite de tous. Donc il faut absolument former nos enseignants à des pédagogies qui vont permettre à tous les enfants de réussir. Je ne vais pas vous dire tous les points, parce que sinon... Oui, non, mais c'est déjà très intéressant. Il y a un autre point que vous soulevez dans votre livre, qui est la relation des parents de familles modestes à l'école. C'est vrai qu'on constate sur le terrain qu'elle peut souvent en tout cas être abîmée par une expérience personnelle difficile, par des relations souvent qui sont plutôt négatives avec l'école, parce que généralement, si leur enfant va pas bien à l'école, on va les appeler uniquement pour des aspects négatifs, et du coup, ça va avoir un impact sur eux. Ils auront l'impression d'être convoqués au même titre que leur enfant. Et pourtant, les parents sont essentiels et l'école a besoin des parents pour faire réussir les enfants. On sait combien le suivi des parents et le soutien dans les apprentissages est important dans la réussite scolaire. Comment est-ce qu'on fait, selon vous, pour accrocher autant que possible les parents des familles modestes à l'école ? Vous avez complètement raison. Le fait que les enseignants et les parents soient vraiment ensemble dans une communauté éducative, c'est-à-dire dans le respect du fait que le parent est le premier éducateur de son enfant et que pour parler éducation, nous sommes entre adultes et que nous dialoguons d'adulte à adulte, responsable de ses enfants, et chacun à sa place. L'un dans le domaine de l'éducation et l'autre est le premier éducateur puisque c'est le parent. Donc ça, c'est déjà un point très important et vous avez vraiment raison, c'est très important. Il y a un autre point, c'est que les enfants développent
de manière très importante dans notre système scolaire ce que l'on appelle le conflit de loyauté. C'est-à-dire quelque chose qui les empêche d'apprendre de manière inconsciente. Ils bloquent les apprentissages dans leur cerveau, à l'arrière de leur cerveau, de manière inconsciente pour ne pas trahir leur milieu, pour ne pas trahir leurs parents, parce que ils sentent que ce qu'ils vivent, ce qu'ils entendent, le langage qu'ils entendent à l'école est différent de celui qu'ils entendent à la maison. C'est tellement différent. C'est tellement différent l'attitude des adultes à l'école de l'attitude des adultes à la maison, de peur de trahir leurs parents. Ils n'osent pas rentrer dans les apprentissages. Parce que quand ces deux parents sont au chômage depuis très longtemps, vous n'osez pas imaginer un avenir. Donc vous ne rentrez pas dans les apprentissages et vous ne vous imaginez pas enseignant, que sais-je, menuisier, peintre, peu importe, plus tard. Vous ne vous projetez pas. Plus tard, je serai comme papa ou comme maman. Intéressant. Sur la relation entre les parents et l'école, on commence toujours l'année par un barbecue de rentrée. On essaye vraiment de créer une relation très intime entre les parents et l'école, une relation de confiance avec les professeurs, où on met des parents devant des personnes. Les professeurs vraiment cherchent à les connaître tels qu'ils sont, à développer une vraie relation de confiance. Mais donc, ouais, c'est cette question de la relation entre le parent et le professeur. Est-ce qu'il n'y a pas des outils? Moi, je vois dans nos écoles, on essaye par exemple de mettre en place des communications qui soient plus informelles, avec des échanges de SMS, avec des discussions au portail très très souples, parce qu'en fait, toutes les barrières un peu institutionnelles vont finalement créer des freins au sentiment de légitimité des familles modestes dans l'école. Qu'est-ce que vous voyez aussi, vous, de votre côté, comme levier de ce côté-là, dans la relation des professeurs? Complètement d'accord avec tout ce que vous dites. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la loi de refondation de l'école de la République, il est écrit que tous les enseignants doivent être formés à la relation avec les parents. Parce que c'est pas un petit point anodin, cette relation enseignant-parent. C'est pas simple. Les parents, ils confient aux enseignants ce qu'ils ont de plus cher, ce qu'ils ont de plus précieux. Mais le premier mot que l'enseignant va dire sur l'enfant, ça compte énormément. En particulier, je dirais, peut-être plus encore pour les parents qui vivent dans la grande pauvreté, qui à longueur de journée sont questionnés sur comment ils font, est-ce que vraiment ils font bien avec leur enfant, etc. Vous savez, par des éducateurs, par des travailleurs sociaux, etc. Donc l'enseignant, pour eux, c'est une référence. Il va permettre à leur enfant de se bâtir un avenir. Voilà ce que nous disent ces parents-là. D'ailleurs, c'est eux qui ont le plus confiance dans l'école. Absolument, ce sont vraiment eux qui ont confiance dans l'école de la République et dans l'école qui va permettre à leur enfant d'avoir un avenir, de vraiment pouvoir avoir une vie meilleure que la leur, comme ils disent. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est vraiment très important que ces enseignants, ils aient un bagage pour pouvoir rencontrer ses parents. C'est pas facile, hein, se retrouver face à des gens qui vous confient ce qu'ils ont de plus précieux, de plus important. Donc c'est quand même quelque chose, c'est un sacré défi. Il faut leur donner des outils, il faut vraiment les soutenir là-dedans. Je voulais vous dire autre chose et je ne retrouve plus. En tout cas, merci. Il y a un autre point qui est très très net dans votre livre, et c'est l'idée générale, c'est comment est-ce qu'on adapte l'école aux enfants de milieu modeste. Comment est-ce qu'on donne une place à ces enfants-là. Et vous dites à plusieurs reprises qu'il ne faut pas qu'il y ait forcément de modèle unique, qu'il doit y avoir des manières de s'adapter au profil de ces enfants-là. Comment, selon vous, on peut mieux adapter l'école aux enfants de milieu modeste? Alors, j'ai l'impression d'accabler un peu les enseignants, mais c'est parce que ça manque dans leur formation de base et dans leur formation continue. Il faut que les enseignants aient une véritable formation à la connaissance des différents milieux sociaux. Je vous prends un exemple. Vous et moi, je me permets de dire, j'imagine, nous n'avons pas connu la grande précarité dans notre vie. Moi, je n'ai pas connu. Je suis depuis 40 ans à ATD Quart Monde et les gens qui ont connu la grande précarité dans notre mouvement, les militants Quart Monde, me disent souvent « Marie-Alette, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je t'explique. » Parce que, par exemple, si moi, j'ai des soucis dans le domaine de la santé, dans le domaine familiaux, professionnel, quand tout ça commence à s'accumuler dans ma tête et dans mon cœur, et que quelqu'un vient encore me rajouter une autre question importante pour mon enfant, ça fait trop.
On dit non mais là j'en peux plus en ce moment, franchement la coupe déborde, il faut que je m'arrête, des factures que j'arrive pas à régler, des choses comme ça. Mais pour les gens qui vivent la grande pauvreté, c'est tout le temps, c'est tous les jours ça. Ce que nous pouvons vivre épisodiquement, une fois ou deux dans notre vie ou quelques fois dans notre vie, eux c'est tous les jours qu'ils vivent ça. Et donc il faut comprendre que évidemment ils ont envie de rencontrer ces enseignants, de dialoguer avec eux, de faire que leurs enfants comprennent le mieux l'école et qu'ils fassent leurs devoirs, etc. Mais ils n'ont pas les langages, ils n'ont pas le langage, ils n'ont pas les mots, les codes de l'école. Les SMS, c'est pas toujours facile parce que parfois on n'ose pas dire qu'on ne sait pas bien lire. Comment oser dire à un autre adulte, oui, vous m'avez mis des mots dans le cahier, mais en fait, je ne sais pas lire. C'est compliqué. Donc, il faut vraiment créer une relation de confiance pour que cet adulte ose vous dire en fait, non, je n'ai pas signé les mots que vous avez mis dans le cahier parce que mon mari et moi, on est en difficulté avec la lecture et on n'a pas pu les lire. Vous voyez, ce sont des choses... Et ça, c'est... Nous ne demandons absolument pas aux enseignants de se transformer en assistants sociaux. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ils sont sur l'éducation, sur les programmes scolaires, sur vraiment élever ces enfants pour que ces enfants aient envie d'apprendre, aient soif de culture. Ça, c'est vraiment le job. Après, il faut qu'ils comprennent le quotidien. Dans quel contexte il faut comprendre le contexte. Sinon, on ne peut pas. Est-ce que aussi, pour mieux s'adapter aux enfants de milieux modestes, est-ce qu'il ne faut pas non plus, et pour s'adapter tout court en fait à chaque enfant, réfléchir à des formats de classe qui soient plus restreints? Moi, je vois dans nos classes, on ne dépasse pas 15 élèves par classe, et j'ai le sentiment que ça permet de mettre en place ce suivi personnalisé qui serait impossible dans une classe de 30. Et donc, on pourrait très difficilement prendre en compte cet environnement familial dans une classe beaucoup plus large, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de ce côté-là? Je ne suis pas complètement convaincue de cela, parce que je visite beaucoup de classes, un peu partout en France, je vois des enseignants toutes les semaines. J'ai très peur de l'enseignant tout seul dans sa classe. Vous savez, l'enseignant, c'est très souvent un bon élève. Un bon élève, ça n'ose pas dire à ses collègues « je suis en échec » avec 1 ou 5 élèves de ma classe. C'est très compliqué de dire « je suis en échec avec quelques élèves de ma classe ». Alors que si vous mettez un enseignant en plus dans l'école, dans la structure, qui va aller de classe en classe, qui va forcer, en fait, le fait d'avoir un enseignant supplémentaire va obliger les enseignants à travailler en équipe. Alors pour nous, ça c'est le rôle du directeur, qui est aussi un enseignant. C'est fondamental. Et qui passe dans les classes. Pour nous, le travail en équipe est quelque chose d'absolument fondamental si on veut que tous les enfants réussissent. Parce qu'il ne faut pas que ça repose juste sur un enseignant. La réussite de tous les enfants ne doit pas reposer que sur un enseignant. C'est pas possible. Le travail en équipe, comme vous le dites, est absolument central pour la réussite de tous les enfants. J'avais une dernière question que je pose à tous mes invités. Si vous aviez un message à faire passer à cette jeunesse défavorisée des zones rurales à laquelle nous on s'adresse, qu'est-ce que ce serait ce message? Aux jeunes de milieux défavorisés qui vivent en milieu rural. Alors vraiment, il y a un message très important. D'abord, il faut qu'ils croient en eux, qu'ils croient dans les possibles qu'ils ont en eux. Ça, c'est très important. Ils ne sont pas nuls, ils sont tout à fait capables, comme tous les autres, et ils vont finir par rencontrer un ou des adultes qui croient en eux. Ça, c'est parce que leurs parents croient en eux, mais c'est pas suffisant. Il faut que les enseignants montrent combien chacun a la force et peut y arriver. Qu'ils croient en eux et qu'ils croient dans le fait que, ensemble, avec d'autres, avec des amitiés qu'ils vont nouer dans l'école, ça va aussi les aider à avancer. Ça va les aider à se construire pour oser dire dans quelle direction ils souhaitent aller. Parce que le chemin qu'ils souhaitent prendre, c'est eux qui doivent le choisir. C'est absolument eux qui doivent dire ce qu'ils veulent faire, quel métier ils veulent exercer plus tard. J'ai vraiment quelque chose qui me hante, c'est l'idée que dans notre système scolaire actuellement, il y a des jeunes qui vont passer un CAP qu'ils n'ont pas choisi. Moi-même, j'ai passé un CAP de photographe. Je suis passionnée de photographie depuis mon enfance et mes parents m'ont permis de pouvoir passer ce CAP de photographe. Et il faut qu'eux aussi, ils se donnent les mêmes chances et ils se défendent pour avoir les mêmes chances que les autres. C'est possible. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites.